et merci de cette invitation originale de venir parler avec des juristes. C'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est le symptôme du fait que les facultés de médecine n'ont pas assez de rapport avec le monde du droit, alors que que ces questions nous interpellent tous les jours. D'ailleurs, j'aurais une question à poser à ce sujet. Vous voyez, je suis pédopsychiatre, et hier on s'est demandé, quand on reçoit des adolescents en consultation, à partir de quel âge, est-ce qu'il y a une limite d'âge au-delà de laquelle l'adolescent peut s'opposer à la prescription que l'on fait et que demandent ses parents. Vous voyez, c'est un exemple concret de situation clinique dans laquelle le droit arrive. Et eh bien, nous n'avons pas de réponse à cette question. Et j'ai demandé à plusieurs collègues juristes s'il y avait des réponses. Ils m'ont dit qu'ils n'en connaissaient pas. Alors, si vous avez des informations, je suis preneur. Tout ça vous voyez, pour vous dire à quel point ces préoccupations sont... on a l'impression qu'il y a le monde du vivant et le monde du droit et qu'épistémologiquement, ça n'a rien à voir. En réalité, les rencontres sont dans la pratique quotidienne. Alors, en ce qui concerne les salles de consommation, l'intitulé qu'on m'a proposé, c'était entre expérimentation et évaluation, le point de vue du médecin, ce que je suis. Alors, entre expérimentation et évaluation, à l'évidence, aujourd'hui, en médecine, expérimentation ne peut pas être dissociée d'évaluation, en particulier pour des questions éthiques. C'est que dès qu'on expérimente, en fait, il y a un risque. Toute expérimentation sur un sujet de la médecine induit un certain risque, et donc il faut se poser la question de savoir si ce qu'on fait est bien, si ça a une valeur, et donc de l'évaluer. Ça, c'est vraiment un progrès que l'on a eu je dirais, dans les 20 dernières années. Et donc, typiquement, la question des salles de consommation, si tant est que ce soit une question médicale, s'est posée dans cette perspective. Expérimenter, à l'évidence, c'était évaluer aussi. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que dans le domaine des politiques publiques, aujourd'hui, c'est devenu exactement la même chose. Heureusement, j'ai envie de dire, en tout cas de la part d'un médecin, aujourd'hui, quand je vois les politiques au ministère de la Santé, à ceux avec lesquels on a le plus de contact, s'engager en décidant de nouvelles politiques, eh bien, immédiatement, il y a une question d'évaluation qui est derrière. Donc, expérimentation et évaluation, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, bien sûr, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que dès qu'on parle d'évaluation, derrière le mot évaluation, il y a valeur. Et ce mot valeur est un mot absolument diabolique, parce que vous imaginez tout ce qu'il y a derrière. Hein. Il y a des représentations de ce qui est bien et de ce qui est mal, pour le dire de façon plus simple. Et naturellement, avec les salles de consommation, la question des valeurs va se poser au premier plan. Alors, les spécialistes, les collègues qui évaluent les salles de consommation aujourd'hui en France sont dans la salle, donc je ne vais pas parler à leur place. Ce sont des experts et des expertes en l'occurrence. Moi, ce que je vois, c'est que la méthodologie qui a été adoptée est une méthodologie complètement standard et adaptée à ce type de questions. C'est une méthodologie avant, après, ici, ailleurs, mixte, quantitative, qualitative. Et là aussi, on voit qu'il y a une certaine convergence méthodologique dans le domaine de l'évaluation en dehors du champ du médicament, parce que ça aussi c'est une particularité de la médecine, c'est que l'évaluation des soins est quand même structurée autour de la pensée de l'évaluation du médicament, hein, dans tous les pays du monde, hein. Et pour des raisons en particulier financières et juridiques d'ailleurs. Financières, vous imaginez pas à quel point ça coûte cher d'évaluer un médicament. Un seul essai thérapeutique pour évaluer un médicament dans une indication peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. Donc les enjeux financiers sont considérables, et puis les enjeux juridiques, hein, le risque industriel de Big Pharma, comme j'entendais tout à l'heure, est évident. Et donc du coup, le corpus méthodologique de l'évaluation du médicament doit être à peu près comme le code pénal ou encore plus grand, et de ce fait, quand on pense évaluation, si tant est que ce soit des soins complètement, très éloignés du médicament, eh bien immédiatement on pense en termes d'évaluation du médicament. Et petit à petit, là, dans les 10 dernières années, je dirais, il y a eu une émancipation progressive de l'évaluation des prises en charge non médicamenteuses, du paradigme de l'évaluation des médicaments. Alors, donc ça c'est pour le panorama général.
Donc c'est simple, voilà, expérimenter, évaluer, trouver une valeur. Certes, donc ça pose il y a une tension autour de ce qu'on appelle les critères d'efficacité, puisque les critères d'efficacité, ce sont eux qui vont traduire en termes méthodologiques la valeur que l'on attribue à la prise en charge, d'accord? Mais ça se voit dans l'évaluation d'un médicament anticancéreux, hein. Est-ce que c'est la survie, est-ce que c'est la qualité de vie? C'est des questions de valeur et qui sont en tension, et au fur et à mesure que les années passent, les réponses sont différentes. Voilà. Alors, essayons d'aller un peu au-delà. Essayons un peu d'aller au-delà, parce que, à l'évidence, au niveau, quand on parle de salle de consommation, eh ben, le mot déclenche dans le milieu médical des réactions qui ne sont pas celles que l'on observe habituellement avec des médicaments ou des soins non médicamenteux. C'est une évidence. Alors pourquoi? Et en quoi ça, en fait, ça challenge notre médecine contemporaine et occidentale? Eh bien déjà, ça l'interpelle sur son objet. Est-ce que vous connaissez la définition de la médecine dans les dictionnaires médicaux français et étrangers, puisque curieusement c'est la même définition que l'on observe dans les textes anglo-américains ou francophones? Eh bien la médecine, c'est l'art de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies. Alors ça peut sembler comme ça évident, hein, mais on se rend compte que dans la définition de la médecine aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas le malade. Et en fait, ça choque personne quand on le dit comme ça. Alors, quand même, on est en train de proposer à l'Académie de médecine de changer cette définition pour une autre définition qui serait l'art de protéger la vie et de soulager la souffrance. Et vous voyez qu'on est en plein dans cette question des salles de consommation, parce que pour certains médecins, eh bien, le toxicomane a une maladie, c'est une addiction. Et donc on va traiter l'addiction. On va la prévenir pour faire de la santé publique. On verra quand même que la santé publique c'est compliqué pour les médecins. On va la prévenir, on va la diagnostiquer, ce qui n'est pas si facile à faire que ça, hein, vous savez. Quand vous recevez des patients en consultation, c'est pas marqué dessus qu'ils sont toxicomanes ou alcooliques ou qui fument trop, etc. Donc diagnostiquer, c'est pas facile. Et puis traiter, alors effectivement, traiter les addictions, ça se fait, mais par moment, on n'y arrive pas trop, et les salles de consommation sont une proposition de prise en charge. Là, je parle avec une position de médecin. La position du médecin, c'est de dire, je peux traiter les toxicomanes. Ça dépend des toxiques, c'est plus ou moins facile. Et puis, quand même, régulièrement, il y a des échecs. Pensez au tabac. Hein. Le tabac, c'est sûrement l'addiction la plus difficile à traiter. Eh bien, il y a des échecs, et parfois, ces échecs sont dramatiques, et donc il y a des solutions alternatives. Alors, et c'est là que, bien sûr, le médecin est en porte-à-faux, parce que la salle de consommation, ça n'est pas soigner une maladie, mais on se rend compte que c'est prendre en charge un malade. Si c'est protéger la vie et soulager la souffrance, eh bien oui, à l'évidence, ça peut protéger la vie et soulager la souffrance. Alors, donc on le voit, malade-maladie, déjà, aujourd'hui, le positionnement du médecin n'est pas encore complètement clair. Mais il y a une autre entité qui vient se mêler dans ce débat, et qui d'ailleurs qui fait exactement lien avec la dernière slide de la présentation précédente, sur le fait que le médecin serait aussi un acteur social. Si je résume de façon extrêmement caricaturale la fin de la dernière slide. Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Le Conseil de l'ordre considère effectivement que le médecin est un acteur social, mais beaucoup de collègues sont complètement opposés. Et notamment, beaucoup de collègues considèrent que, en particulier, le travail de prévention ne relève pas du travail de la médecine. Alors ça peut vous choquer, hein, ça peut vous choquer, mais vous allez voir que dans le détail, en fait, c'est pas absurde du tout sur le positionnement du médecin par rapport à son métier et à ce qu'on attend de lui. Et là, bien entendu, la salle de consommation, elle a à voir avec la société. Elle a à voir avec la société. Vous avez vu, d'ailleurs, toute la présentation précédente était en grande partie autour de ça.
Alors, pour mieux comprendre cette tension qu'il y a entre la société et le médecin, il faut essayer de penser, quand un médecin a en face de lui un patient, à quoi il pense, comment il conceptualise la personne qu'il a en face de lui dans le cadre de son métier, qui est de répondre à une plainte, puisque c'est ça la définition de la médecine. Quelqu'un vient vous voir parce qu'il ne va pas bien, et vous devez apporter une réponse à cette souffrance et à ce mal-être. Alors, eh bien, le médecin est conditionné par ses études. Il y a des étudiants sûrement ici, vous aussi, vous êtes conditionnés par ce que l'on vous apprend. Et regardons quelles sont les modalités de conditionnement des jeunes médecins. Eh bien, en premier et second cycle d'études médicales, il y a 600 heures de cours de biologie. Si on mélange biochimie, biophysique, biomathématiques, biostatistique, anatomie pathologique, physiopathologie, etc., etc., etc. 600 heures de cours de biologie et entre 5 et 20 heures de cours de psychologie médicale. Donc, tout est fait pour que le médecin, quand il rencontre un patient, fût-il toxicomane, voit à travers lui les organes qui le constituent. Et dans la toxicomanie, il y a un mot qui s'appelle, bien sûr, cerveau, mais c'est dopamine. Voilà. C'est-à-dire que pour beaucoup de collègues, quand ils pensent à addiction, ils pensent à dopamine. Et bien sûr, on est loin des salles de consommation. Donc, alors, vous allez dire, oui, ça déshumanise, etc. C'est horrible de penser qu'à la biologie, mais il faut être honnête. Quand quelqu'un arrive avec une douleur thoracique aiguë aux urgences, c'est bien d'avoir été conditionné pendant des années par la biologie. Et en fait, un peu toutes les autres questions deviennent marginales, parce que en une minute, il faut agir, et agir vite pour sauver la vie. Et la vie, ça a à voir avec la biologie, étymologiquement. Donc on ne peut pas non plus reprocher complètement ça. Et d'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire, la biologie a fait le succès de la médecine occidentale et a fait que quand vous allez en Chine aujourd'hui, même en Chine, qui a une médecine historique forte, etc., vous avez des cardiologues, des dermatologues, des pneumologues, et ils traitent en phase aiguë de l'infarctus du myocarde, ils posent des stents, ils font des coronarographies, exactement comme on le fait. Et pourquoi ils le font? Eh bien parce que ça marche. Donc la pensée biologique, le fait que le patient soit un ensemble d'organes, eh bien c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors ce qu'on sait moins, c'est que pendant le 3e cycle des études médicales, la biologie disparaît un peu des études. Et elle est remplacée par la statistique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le savoir, pas tout, mais une grande partie du savoir opératoire du médecin est un savoir statistique. Quand vous regardez les grandes revues scientifiques de recherche médicale, le New England Journal of Medicine, le Lancet, le British Medical Journal, le JAMA, vous avez à 90% des études statistiques. Et d'ailleurs, l'étude d'évaluation des salles de consommation relève en grande partie du paradigme statistique. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Eh bien parce que la biologie en fait ne permet, et pour vous c'est une évidence, ne permet que très imparfaitement de caractériser un sujet humain souffrant. Bien sûr c'est une évidence. Et alors pour les addictions c'est encore plus une évidence quand la dopamine ne permet d'expliquer que de façon très marginale l'existence d'un sujet toxicomane. C'est une évidence aussi. Et donc, comment les médecins s'en sont tirés? Eh bien, à partir des années 50, ils ont essayé de déthéoriser la recherche biomédicale en disant, en fait, la biologie, c'est un angle d'attaque, mais il ne marche qu'imparfaitement. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est parmi l'ensemble des prises en charge que l'on propose et qui viennent de l'histoire, et qui, certaines, à l'évidence, relèvent un peu du charlatanisme, eh bien, on va les comparer statistiquement. Et donc, on va tirer au sort, le plus souvent, on va tirer au sort. Et puis, à la fin, on demandera aux patients s'ils vont bien ou moins bien. Et puis, on comparera les moyennes. Et si la moyenne va mieux avec A, ça veut dire que A est meilleur que B. Ça paraît complètement fruste et naïf. Eh bien, c'est là-dessus que repose l'évaluation des soins, là aussi, dans la plupart des pays du monde. Alors, ça a quoi comme conséquence?
Ça a comme conséquence que le médecin, dès qu'il rentre en 3e cycle, qu'il a été construit par une pensée biologique, doit développer ses compétences cliniques, et ces compétences cliniques, ce savoir clinique qu'il va devoir apprendre, va se construire autour de la statistique. Et vous vous en êtes rendu compte, j'en suis sûr, dans vos confrontations avec le monde médical, quand on est un patient en face d'un médecin, souvent le médecin nous voit comme un sujet moyen, c'est-à-dire vous avez 60 ans avec un index de masse corporelle de 35, avec un ventre un petit peu replé, eh bien vous êtes à risque d'hypercholestérolémie, d'hypertension, de sédentarité, etc. Et donc il est susceptible de vous prescrire une statine, de vous demander de faire du sport, etc. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en moyenne, c'est le cas. En moyenne, c'est le cas. En moyenne, à tel âge, on prend du poids. En moyenne, quand notre poids est au-dessus de telle limite, alors on a un risque de syndrome métabolique. Et en moyenne, les statines permettent d'avoir des effets indésirables, mais aussi de limiter le risque métabolique. Tout ça est vrai en moyenne. On ne sait jamais si c'est vrai pour le sujet qu'on a en face de nous, naturellement. On ne le sait jamais. On ne sait jamais. Mais on le sait en moyenne. Et quand même en moyenne, il vaut mieux agir avec ce qui est positif. Parce qu'en moyenne, ça marche. Et alors, ce qui est compliqué pour le médecin, c'est que le sujet moyen est très différent du sujet qui a des organes. Donc, il est obligé de jongler avec les deux en permanence. Et puis, il y a un troisième sujet qui est une évidence, mais qui est un peu l'absent des études médicales, c'est que quand le médecin vient vous voir dans la salle d'attente, et quand ce patient... Quand le médecin va voir un toxicomane, c'est encore plus fort, eh bien on lui serre la main, on lui dit bonjour, et à ce moment-là, le patient n'est pas un sujet moyen et il n'est pas un sujet avec des organes et des problèmes de dopamine. Il est un individu qui vient vous voir pour vous demander service. On peut appeler ça le sujet de la rencontre du médecin malade. Et bien entendu que ce sujet-là de la rencontre, il existe en médecine, même en ayant conditionné les jeunes médecins à faire de la biologie et des statistiques, etc. Bien sûr que ça leur fait quelque chose de rencontrer quelqu'un et de lui dire, quand c'est un toxicomane, eh bien alors comment ça se passe là? Eh bien, pour que votre patient puisse rentrer dans ce qui ne va pas bien en lui et vous le communiquer, bien sûr qu'il faut qu'il se passe quelque chose que des philosophes phénoménologistes étudient. Et en particulier, il y a des philosophes japonais qui étudient ça très bien parce que les Japonais ont l'avantage par rapport à nous d'être moins crispés sur le sujet et un petit peu plus ouverts sur les groupes de sujets. Et du coup, il y a une phénoménologie de la rencontre très intéressante dans la philosophie japonaise. Donc, il y a le sujet de la rencontre. Et ce sont les trois sujets de la médecine. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas la société dedans. Il n'y a pas la société. C'est-à-dire, la pratique de la médecine est complètement étrangère à la société. Et je vais vous en donner un exemple. Pendant très longtemps, je me suis interdit de demander la catégorie socio-économique des parents de mes patients parce que je considérais que c'était... leur coller une étiquette qui allait m'empêcher de venir à leur rencontre, à eux en tant que sujet. Alors quand je dis ça à mes collègues de santé publique, ils sont horrifiés, parce que le soin, bien sûr que la catégorie socio-économique est un facteur prédictif de tout ce que vous imaginez. Eh bien, pendant longtemps, j'ai eu besoin de me l'interdire parce que j'ai des représentations a priori des catégories socio-économiques et que je risquais, et que je sais que je me suis étudié et que je sais que mon regard est biaisé en fonction... Alors, je me suis étudié, c'est qu'un de mes maîtres nous avait imposé, quand nous voyions des patients qui avaient été évalués en hôpital de jour, de ne pas regarder leurs résultats de QI, de l'évaluer cliniquement et de regarder après si ça collait avec les résultats psychométriques. Donc, j'ai fait ça avec 500 patients. Et les résultats, c'est que ça marche assez bien, mais qu'il y a deux sources de biais majeurs. Le premier, c'est qu'une petite fille bien habillée qui vient du 16e arrondissement, on lui donne 10 points de QI en plus que ce qu'elle a, et un petit garçon de bas niveau socio-économique qui louche et qui a les oreilles décollées, on lui donne 10 points de QI de moins que ce qu'il a.
Alors c'est pas beau, mais c'est juste ça. Voilà, c'est juste la réalité. Et par exemple, je me suis rendu compte que quand je parle à une maman de peau noire et qui est habillée en boubou, je hausse la ton de ma voix parce que inconsciemment, je considère qu'elle ne me comprend pas. C'est pas bien, mais c'est la réalité. Je sais que je suis comme ça. Je sais que je me fais piéger par mes représentations sociales des gens. Et donc je m'interdis d'en avoir pour être libre par rapport à ces représentations. Alors bien entendu, vous imaginez que quand je me suis conditionné comme ça, à me sortir de tout ce qui fait que la société peut induire, alors je vais avoir du mal à considérer le sujet comme élément de la société. Et donc du coup, quand on me parle de salle de consommation, alors du coup, je vais être déstabilisé parce que c'est complètement en dehors de mon champ d'expérience. Alors, comme maintenant je suis un peu plus âgé, je suis cool avec ça. Je suis cool, je sais bien que le sujet fait partie de la société, que le toxicomane fait partie de la société, et que bien sûr que la question se pose comme ça. Mais pour mes jeunes collègues, ce n'est pas forcément aussi facile. Je vous remercie pour votre attention.